Bonjour à toutes et à tous, est-ce que vous nous entendez? Si vous nous entendez, vous pouvez, je pense, nous faire un petit pouce vers le haut dans l'espace discussion. Conversation, ça dépend du modèle que vous avez. Donc l'espace conversation, c'est un petit bouton qui se trouve tout en haut. Ok, parfait. Les pouces se lèvent, donc on nous entend a priori. On va attendre un petit peu que les gens arrivent, puisque tout le monde n'est pas là. On va leur laisser le temps d'arriver peut-être encore quelques instants. Ok, on nous entend parfaitement. Eh ben, c'est très bien. Bah, écoutez, soyez les bienvenus à toutes et à tous sur ce webinaire qui, je l'espère, va vous apprendre plein de choses intéressantes. En tout cas, nous, on est là pour ça. Donc, c'est un webinaire qui va concerner les étapes préparatoires à un projet d'autoconstruction et c'est un webinaire organisé par Format Cargo. Donc, je vous explique rapidement qui nous sommes si vous ne le savez pas encore. Donc, Format Cargo, c'est un organisme de formation basé dans l'Est, dans le Grand Est du côté de Metz, qui est un petit peu pionnier dans le domaine de la cargotecture, dans la mesure où on est le seul organisme de formation actuellement en France à proposer des parcours de formation en rapport avec la cargotecture. La cargotecture étant donc une discipline architecturale qui utilise, comme certains d'entre vous le savent sans doute déjà, des conteneurs maritimes comme matériaux de construction. Donc c'est une branche, la cargotecture, de l'architecture qui s'inscrit dans le mode constructif qui est la construction modulaire hors site. Construction modulaire hors qui met en avant, comme vous le savez sans doute, la préfabrication et non pas le chantier. Donc notre objectif à nous, en tant qu'organisme de formation, c'est de former et de sensibiliser les professionnels et puis aussi les particuliers aux nouvelles techniques de construction qui sont en phase avec les enjeux actuels. Alors les enjeux actuels, on les connaît un petit peu, ils sont en rapport avec le développement durable et tout ce qui est empreinte carbone. Donc la construction hors site s'inscrit vraiment là-dedans. Nos formations sont adaptées donc aux professionnels du bâtiment, aux amateurs éclairés que vous êtes également. Aujourd'hui, on accueille dans le cadre de ce webinaire 2 architectes qui vont co-animer l'événement, en la personne de Caroline Mathieu et David Gross. Ils vont partager avec vous leur expertise en tant qu'architectes. Ils vont vous parler donc des étapes préliminaires à la réalisation d'un projet d'autoconstruction sur la base de leur expérience et des projets qu'ils ont en cours. Je vous invite à poser vos questions tout au long de la présentation via l'espace discussion, via le chat. Donc c'est le petit bouton conversation. Vous y déposez vos questions et on se laissera le temps d'y répondre tout à la fin du webinaire. On prendra 10 à 15 minutes pour répondre aux questions qui devront avoir un rapport évidemment avec le sujet du jour. Et le sujet du jour, c'est évidemment les étapes préliminaires au projet d'autoconstruction. Donc sans plus attendre, je laisse à Caroline la parole. Je lui laisse le soin de se présenter, David également. Et puis on y va, on démarre. Allez, bon webinaire à tous. Merci. Bonjour à tous. Donc moi je suis Caroline Mathieu, donc je suis installée à mon compte sur Montpellier et donc je fais de la maison container depuis quelques années maintenant. À toi David. Le micro était fermé, désolé. Bonsoir à tous. Donc moi c'est David Gross, je suis architecte à Pont-à-Mousson, donc dans le Grand Est, et je suis sur la cargotecture également depuis quelques années maintenant. Et c'est moi qui serai chargé ce soir de prendre vos questions. Et c'est parti, on va commencer par les étapes préparatoires d'un projet de construction, d'autoconstruction. Donc, avant de se lancer dans un projet d'autoconstruction, il faut bien se poser et se demander pourquoi est-ce qu'on veut faire un projet d'autoconstruction, hein, dans quel but, quelles sont les raisons du projet. Et il faut penser surtout, est-ce qu'on a le temps de le faire? Donc, est-ce que vous allez faire ça tous les week-ends à côté de votre travail? Est-ce que vous avez la capacité financière à supporter le projet en même temps que votre vie de famille et que votre boulot? Ou est-ce que vous voulez tout simplement vous lancer dans un projet de maison container pour le challenge parce que vous êtes bricoleur? Donc pour toutes ces raisons-là, il faut quand même bien penser que
il faut un certain temps pour construire une maison en container. Et avec la vie de famille et le travail, c'est pas toujours évident. Donc il faut bien penser à combien de temps vous allez consacrer à cette construction. Je vous donne un peu un exemple. Lorsque je suis par exemple à l'étape où je monte les murs en bois sur ma maison container, moi je prends une équipe de charpentiers qui sont 5 et il leur faut 10 jours pour monter tous les murs et faire toute la structure bois pour l'isolation par l'extérieur. Donc dites-vous bien que si vous êtes novice, vous allez peut-être être moins rapide qu'eux. Si vous avez que les week-ends, juste cette étape-là, elle peut vous prendre plusieurs mois. Et vous avez aussi des étapes dans la construction où il faudra être plus ou moins rapide quand il y a de la pluie, enfin quand on met par exemple les isolants extérieurs. Si la maison fait 200 mètres carrés, il faut pouvoir vite protéger, on va dire, la construction. Donc ça c'est pour bien avant de se lancer, savoir combien de temps j'ai pour faire ma construction en maison container. Donc, sinon, vous avez aussi la possibilité d'avoir recours à des professionnels. Donc, ils vont vous permettre de monter le dossier administratif et tout ce qui est donc dossier du permis de construire. Et vous allez pouvoir aussi consulter tous les domaines spécifiques pour monter cette maison. Pour la banque, en tout cas, avoir un architecte, par exemple, à vos côtés, le dossier quand même est plus facile à monter et auprès d'une banque, ça passe un peu mieux. On va parler des plans et des études. Donc au départ, vous avez donc la possibilité vous devez démarrer votre maison par faire des plans. Vous n'êtes pas obligé de prendre un architecte en dessous de 150 mètres carrés de surface de plancher. Vous pouvez également prendre un dessinateur ou un maître d'œuvre pour vous aider. Il ne faut pas oublier les autres bureaux d'études qui sont tout aussi importants au départ. C'est l'étude de sol, tout ce qui est dessin préliminaire, l'ingénieur structure et l'étude thermique aussi à prendre en compte au moment des études. En fait, toutes ces études-là vous permettent également d'avoir des garanties décennales par les bureaux d'études. Ensuite, donc, il faut évaluer toutes les dépenses de la maison. Donc, il faut évidemment acheter les containers, faire les fondations, les réseaux, bornage. Moi, j'ai fait une petite liste en fait de tous les corps de métier que j'emploie lorsque je fais une maison. Et quand je fais la liste, j'en ai 24 des postes. Donc souvent on pense à quelques-uns, mais là il faut vraiment faire le listing de tout le monde. Moi par exemple, j'ai le terrassier, le gros œuvre, charpente couverture, étanchéité, l'entreprise qui va me faire les gouttières en alu, le menuisier extérieur qui s'occupe des portes, des fenêtres et du portail, l'électricien qui fera également la VMC, le plombier, le climaticien, tout ce qui est plâtrerie, isolation intérieure, doublage, faux plafond, le menuisier intérieur pour tout ce qui est escalier, placard, le jointeur, le peintre, le chapiste, le saulier, le carreleur, le miroitier, ferronnier, soudeur, façadier, la personne qui va installer la cheminée s'il y en a une. N'oublions pas le cuisiniste, le pisciniste qui a une piscine, le paysagiste et évidemment la partie container et briques. Donc ça fait du monde à faire intervenir ou du moins à remplacer si vous faites tous les postes. Donc il faut être vigilant aussi sur les dépenses qu'on oublie un petit peu souvent, c'est-à-dire les impondérables. Vous allez avoir forcément des taxes d'aménagement et on a toujours des aléas sur un chantier. Nous, on préconise dans le métier de garder à peu près 10% du montant des travaux par rapport au budget global pour, par exemple, vous pouvez avoir une location de mini-pelle ou un échafaudage à rajouter en cours de route en fonction du projet. Donc ça, c'est quand même important de bien le mettre de côté. N'oublions pas aussi que vous avez pour le projet toute une partie études de sol, géomètre, constat d'huissier, expertise, BE spécialisé aussi. Souvent, on pense que au poste on va dire de travaux, mais il y a toute une préparation ou d'autres intervenants qu'il faut quand même auxquels il faut bien mettre une enveloppe budgétaire. Il y a également dans le chiffrage, il faut évidemment aussi penser à tous les choix
que vous allez faire durant la construction. Il faut choisir les sols, la peinture, penser à tous les matériaux. Ça va vraiment jusqu'au poignet de la porte en fait. Hein. Vous pouvez demander à votre plaquiste de vous installer les portes. Moi, à chaque fois qu'il m'installe les portes, il met pas les poignées. Il faut que j'aille acheter les poignées à part. Bon, c'est des petits détails, mais tous ces petits détails-là, on est vite à la fin du chantier à 10% du montant. Pour chaque corps de métier, idéalement, il faudrait aussi nous on fait des plans, hein. C'est-à-dire que pour l'électricien, il faut lui faire un plan avec les prises, un plan avec les lumières, où est-ce qu'on va mettre les luminaires extérieures en détection automatique et donner tous les détails vraiment qui vont faire que le chiffrage va être très précis. Hein. Pour le plombier, je lui donne toutes les tailles de douche. Pour le plaquiste, je lui mets où est-ce que j'ai besoin de plaques au feu, où est-ce que j'ai besoin de plaques au hydro, où est-ce que je fais des habillages, hein, des soffites, ce genre de choses. Est-ce que les portes sont ouvrant ou poussant droite-gauche, etc. C'est vraiment assez précis. Pareil pour le menuisier extérieur. Hein. Faut pas juste lui mettre j'ai besoin de 3 portes-fenêtres. Faut dire est-ce que c'est en combien de vantaux, est-ce que c'est du coulissant, est-ce que c'est du dégalandage, la couleur, est-ce que c'est de l'alu, du PVC. Enfin, il faut vraiment rentrer dans le détail du projet pour avoir un chiffrage très précis. Donc moi souvent quand je fais la préparation du budget, donc évidemment il faut éviter les approximations, hein, surtout quand vous êtes face à un banquier. Expliquer la démarche, effectivement, comment vous allez faire la construction. Et moi, je vous conseille de scinder en 3 parties, ou au moins 2, mais enfin moi je le fais en 3 parties les travaux, c'est-à-dire que j'alloue un budget vraiment pour tout ce qui est préparation, les études, les bureaux d'études, tout ça, ça représente quand même un budget conséquent. Donc tout ça, je le mets sur un poste. Ensuite, je fais vraiment le poste chantier, là où j'ai énuméré tous les intervenants sur une maison. Et après, à la fin, j'aime bien aussi garder un budget pour tout ce qui est ameublement. Parce que ça, c'est pareil, c'est souvent oublié, mais vous allez avoir envie, en fait, d'acheter aussi le canapé qui va bien, la télé, de mettre votre lampe, enfin voilà, tout ce qui va permettre d'aménager dans la maison. Et ça, à la fin, si vous avez plus de budget, il faut quand même vivre dans la maison. Donc voilà, moi, je fais souvent ces trois gros postes-là pour les dossiers bancaires. La relation avec la banque, il faut vraiment en fait que vous montriez que vous maîtrisez le sujet sur le bout des doigts. Il ne faut pas laisser place au doute, sinon c'est de l'autoconstruction, on vous donnera pas vos chances en fait de construire vous-même. Donc pour les démarches administratives, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous déposez un permis de construire, vous avez 2 mois d'instruction. Ensuite, souvent au bout du 1er mois, on vous demande des pièces complémentaires. Enfin, moi j'en ai assez régulièrement. Et vous avez ensuite 3 mois pour répondre aux pièces complémentaires. Quand vous avez l'obtention de votre permis, vous affichez le permis et vous avez ce qu'on appelle un délai de recours des tiers qui va durer pendant 2 mois. Vous pouvez, pour faire passer en fait un huissier, pour bien prouver que le panneau est resté visible pendant les 2 mois de délai de recours des tiers. Ce qu'il faut savoir, c'est que le PLU, il aborde uniquement le code de l'urbanisme, mais c'est bien aussi de travailler quand vous faites la maison aussi un peu le code civil. Parce que moi j'ai déjà eu des soucis par exemple sur des terrasses ou sur des vues avec des voisins et c'est bien de l'intégrer dès le départ. Le permis de construire est valable durant 3 ans à compter de son obtention. Une fois que le permis est accepté, vous faites votre déclaration d'ouverture de chantier. Et ensuite, vous pouvez faire vos travaux sans les interrompre pendant plus d'1 an. Et ensuite, quand c'est terminé, vous faites votre attestation de fin de travaux. Il n'y a pas toujours des PLU dans les villages, hein. On trouve encore quelques postes. Enfin, le poste c'est vraiment rare, mais sinon des fois quand le village est dépourvu de PLU, vous avez ce qu'on appelle un RNU, c'est le règlement national d'urbanisme qui est un petit peu plus souple. Mais voilà, donc faut bien lire les règles qui s'appliquent en fait au terrain que vous achetez pour construire. Vous avez aussi des zones, hein, les terrains sont soit en zone U ou N ou A, vous avez peut-être déjà entendu ça. Vous avez les zones urbaines, naturelles, agricoles, bon, évidemment celles qui sont le plus entre guillemets constructives, c'est les zones U. Ensuite, donc quand vous achetez votre terrain,
Vous pouvez également faire un certificat d'urbanisme. Moi, j'en fais très peu, donc je vais laisser David parler juste sur ce point. Oui, moi, je te reprends. Oui, moi, je fais les certificats d'urbanisme de manière assez régulière et il en existe deux types. C'est le certificat d'information. Donc, globalement, sur un certificat d'information, vous aurez des informations qui seront d'ordre général sur la législation qui s'applique à votre terrain. On va vous dire si c'est un terrain inondable, si c'est un terrain qui est soumis à la zone U, UB, UA de votre PLU, mais pas beaucoup plus. Et il existe également le certificat certificat d'urbanisme, pardon, opérationnel, dans lequel vous devez commencer à mettre une ébauche de projet pour le demander, et sur lequel on va vous apporter des informations beaucoup plus précises, avec notamment, donc on parlait de la taxe d'aménagement qui était à prendre dans vos impondérables de budget. Et on va vous renseigner sur le taux communal et le taux départemental qui est applicable sur votre terrain, pour par exemple calculer votre taxe d'aménagement. On va vous renseigner de s'il y a des coûts à prévoir en droit d'entrée pour l'assainissement, par exemple. Donc il y a certaines informations qui sont vraiment importantes dedans. Et un point qui est très important pour beaucoup, c'est qu'il vous permet de bloquer pendant 2 ans les conditions du PLU pour votre terrain. C'est-à-dire que si le PLU change au bout d'un an après votre certificat d'urbanisme, ce seront toujours les conditions du PLU d'avant qui seront applicables à votre terrain pendant 2 ans. C'est le point vraiment le plus important sur votre certificat d'urbanisme. Mais je fais très peu de certificats d'information et plutôt de l'opérationnel. Je te redonne la main, Corinne? Ouais. Donc moi je disais que je fais peu de CU tout simplement parce que quand quelqu'un vient me voir pour construire une maison, s'il a un peu peur d'acheter le terrain avant, moi souvent ce que je propose c'est de poser le permis de construire directement et de faire sous réserve d'obtention du permis. Comme ça, quand on a le permis, ben, on sait qu'on peut construire la maison. Et ce qu'il faut savoir, et ce qui est un peu bizarre, mais on a tout à fait le droit de poser un permis de construire sur le terrain du voisin, par exemple. Il n'y a pas besoin forcément d'autorisation. On peut poser des permis de construire comme ça. Donc, avant l'achat du terrain, il y a les études géotechniques qui sont assez importantes. Donc maintenant, vous avez la chance, j'allais dire, mais les études de sol maintenant sont obligatoires. Et donc quand vous achetez un terrain, le vendeur a l'obligation de vous fournir ce qu'on appelle une G1. Donc vous avez déjà un état des lieux. En tout cas, la G1 permet d'identifier les risques avant la construction du terrain que vous voulez acheter. En tout cas, quand vous avez acheté le terrain, moi, ce que je vous conseille, c'est pas de juste utiliser la G1 pour construire, mais de faire ensuite ce qu'on appelle la G2 ou la G5 s'il y a une surélévation. C'est-à-dire que la G2, elle donne le principe de construction, surtout au niveau des fondations, par rapport au plan que vous allez fournir aux géotechniciens. Et la G5, c'est tout simplement, on demande une reconnaissance de fondation sur la maison existante. Si on veut rajouter, par exemple, un étage sur la maison, ça cible le risque de cette mission ponctuelle. Donc ensuite, pour l'achat du terrain, il faut évidemment regarder comment le terrain est exposé, comment il est borné. Vous pouvez demander un bornage contradictoire, pardon. Faut regarder comment votre projet s'insère tout simplement dans le site. Je peux vous donner un exemple. Quand on parle comment est la nature du terrain, moi je suis déjà arrivée sur des terrains où on se rend compte qu'il y a eu 3-4 mètres de remblai. Dans ce genre de terrain, moi je les fuis plutôt parce qu'il faut aller chercher le bon sol pour les fondations. Et si vous avez déjà plusieurs couches de mètres de remblai, vous savez que vous allez déjà avoir un surcoût au niveau des fondations. Il faut vérifier la viabilisation des réseaux. Est-ce qu'il y a l'assainissement ou pas? Est-ce qu'il est autonome? Est-ce que aussi on est dans un secteur peut-être ABF? Donc les ABF, c'est les architectes des bâtiments de France, où les permis sont toujours un petit peu plus difficiles à obtenir. En tout cas, on met toujours un petit peu plus longtemps. Donc c'est mon cas. Voilà. Et il faut voir aussi si pour le projet de maison container, vous avez l'accès pour les containers. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande une maison container. Quand j'ai des gros câbles électriques ou que le camion ne peut pas s'avancer un maximum,
ça arrive que ça ne marche pas. Donc il faut vraiment que ce soit accessible. Ensuite, une fois que vous avez acheté le terrain, donc il faut que vous regardiez donc la conception de la maison, hein, vraiment par rapport à votre budget et le PLU. Il faut regarder aussi par rapport au terrain, hein, si vous avez un terrain plat ou un terrain en pente, vous n'allez pas faire la même maison logiquement. Vous avez aussi des choses qui peuvent être interdites aussi dans le PLU. Hein. On peut avoir l'interdiction de faire des toitures terrasses, par exemple. Alors, pour en avoir discuté il n'y a pas longtemps, moi j'ai des petites astuces. S'il n'y a pas les architectes des bâtiments de France, il y a certaines lois écologiques qui permettent de faire des toitures végétales, mais ça dépend des régions. Des fois ça marche, des fois ça marche pas, c'est un peu aléatoire. Mais j'ai déjà eu le cas pour une personne qui achète un terrain et qui me dit ok super, mais moi je veux absolument une maison californienne. Vous lisez le PLU et en fait on n'a pas le droit de faire de toit plat. Du coup c'est un peu difficile de réaliser la maison qu'on veut si le PLU derrière nous impose vraiment des choses spécifiques. Ensuite, pour toutes les études, pour le moment de la conception de la maison, il faut vraiment penser à tous les choix et des isolants, etc. Et là, vous avez la chance d'être accompagné maintenant par des thermiciens, puisque au moment du dépôt du permis, on a l'obligation d'avoir déjà une étude thermique, enfin en tout cas ce qu'on appelle un BBio, c'est-à-dire que vous devez prendre contact avec un thermicien, il va vous demander en quoi est faite la maison, donc là ok en container, comment vous allez l'isoler, avec quel, est-ce que ça va être de la laine de verre, est-ce que ça va être de la fibre de bois, est-ce que ça va être du chanvre, etc. Enfin il faudra lui donner tous les aspects, et lui il va vous calculer si la maison est correcte au niveau de la réglementation de la RE 2020, puisque maintenant on a des obligations de résultats sur thermiquement. Et ensuite, alors je vous conseille vivement de prendre un thermicien avec qui vous pourrez vraiment discuter, pas juste une étape sur internet le moins cher possible, parce qu'en fait cette personne-là, quand vous l'avez au téléphone, elle va vraiment vous aiguiller vers des choix stratégiques aussi. Elle peut vous donner des conseils sur les différents types de chauffage, etc. Et elle peut améliorer la qualité du bâtiment en donnant des astuces. Donc moi je suis assez proche de mon thermicien et pour moi il est important qu'il soit là dès le début de ma conception. Il faut vraiment le prendre comme un aide et pas quelqu'un qui est là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Hein. Au contraire, hein. Il est là pour trouver des solutions qui peuvent être coller à votre budget. Ensuite, parlons du budget. Donc effectivement, hein, le budget c'est une grosse partie, hein, donc il faut faire le budget prévisionnel. Ce que je vous disais moi, c'est donc je vais un peu me répéter, mais je vous conseille vraiment de faire 3 postes. Hein, un budget pour les études et les taxes, un budget pour tout ce qui est construction, sans oublier les aléas, et un budget pour l'aménagement du terrain et l'intérieur de la maison. Ensuite, quand vous allez, après avoir acheté le terrain, vous allez vous rapprocher donc, des vendeurs de containers. Donc, moi, je vous conseille de prendre plutôt des containers dernier voyage, hein, puisque là, on est plutôt sur du recyclage. On va habiller les containers pour de l'habitation. En tout cas, logiquement, l'extérieur est entièrement habillé. On peut faire tout type de finition. Moi, j'ai déjà fait de la finition bois et pierre sur mes containers, mais on peut très bien faire du zinc ou du crépi aussi. Hein. C'est pas un problème. Et donc, idéalement, je pense que vous pouvez largement prendre des containers même un peu abîmés. Chez moi, j'ai fait un garage avec 3 containers. J'en ai un qui est arrivé avec le sol bien amoché, qui était quasiment à 30 cm en dessous du container d'à côté. Bon, un coup de soudure et en fait, sur le coup, je pensais pas que ça allait marcher et aujourd'hui, j'y garde ma voiture tous les jours. Une voiture, ça fait 2 tonnes, ça bouge pas. Donc, même s'ils sont très abîmés, c'est pas un problème, on les habille, c'est une carcasse en fait. Hein, donc, on peut vraiment utiliser des derniers voyages. Et le but étant, c'est de faire du recyclage. Hein, c'est pas de faire fabriquer des containers neufs. Qui sont très polluants, mais au contraire, c'est plutôt d'avoir un bon bilan carbone pour la RE 2020 justement, et le dernier voyage est parfait.
Ensuite, après l'achat du terrain, tout ce qui est étude de sol pour assainissement. C'est-à-dire que vous pouvez avoir deux types d'assainissement, hein. Soit vous avez un assainissement autonome, soit vous avez un assainissement en direct en fait au niveau du réseau. Donc l'assainissement autonome, il a quelques particularités, c'est que vous allez devoir faire tout vérifier par le SPANC. Alors le SPANC, il va vous demander une étude d'assainissement. Quel type d'assainissement on va devoir réaliser? C'est par rapport à la taille de votre maison. Donc vous donnez à un bureau d'études spécialisé votre maison, enfin les plans de votre maison, l'étude de sol, le terrain, etc. Il va vous préconiser le dimensionnement de la fosse que vous devez installer. Ensuite, vous devez le faire réaliser par votre terrassier, mais au moment où le terrassier le réalise, avant de tout fermer, il faut bien évidemment que le SPANC passe, qui vérifie que tout est aux normes avant de reboucher. Et donc évidemment, le SPANC n'est pas gratuit non plus, et obligatoire tout simplement. Voilà, donc sinon après vous avez l'autre cas où là vous pouvez vous relier l'assainissement directement au public, à la rue, et là on parle donc de viabilisation du terrain. Ah, j'ai oublié de vous dire que pour l'assainissement autonome, moi je compte généralement un billet de 15 000 € pour faire une fosse, et vous allez voir que quand vous devez viabiliser le terrain vous-même, je l'ai fait très récemment, là il y a moins de 6 mois. Déjà les délais étaient affreux. Pour tout ce qui est installation électrique, j'ai attendu plus de 3 mois pour qu'ils viennent m'installer l'électricité. Donc c'est bien d'avoir un coffret de chantier, hein, si vous voulez être non dépendant de cette partie-là. Et j'en ai eu pour 8 000 € d'installation électrique, et j'en ai eu pour 8 000 € également pour faire arriver les réseaux de l'assainissement à la rue. Donc finalement, que ce soit une micro-station dans les 15 000 ou là une viabilisation, le coût c'est quand même toujours autour de 15 000 €. Ou alors vous achetez effectivement un terrain déjà viabilisé. Bon bah là, vous savez que vous avez déjà gagné 15 000 €. Ensuite, au niveau des études de sol pour les fondations. Donc votre projet, une fois qu'il est dessiné, en fonction de la nature de votre terrain, clairement les fondations vont pas être les mêmes. Alors l'avantage de la maison container, c'est qu'elle est plus légère qu'une maison en dur, hein. Les containers sont légers. Mais en fonction du terrain, si c'est un terrain en roche ou un terrain argileux, vous n'allez pas faire les mêmes fondations. Et très sincèrement, sur le budget total d'une maison, il y a vraiment que les fondations où on peut avoir des surprises. Plus vous allez faire d'études, et moins il y aura de surprises, hein. Donc une étude de sol, un manger structure et dessiner bien le projet. Moi, je conseille toujours de faire l'étude de sol aux 4 coins de la maison qu'on va créer. Comme ça, au moins, il y a zéro surprise, parce que même sur un même terrain, vous pouvez avoir des disparités de sol auxquelles on s'attend pas forcément. Ça reste des fois rare, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'implanter une maison et de devoir bouger la piscine de quelques mètres parce que je suis tombée sur un rocher. Quand vous avez le terrassier qui tape pendant une demi-journée et qui a réussi à enlever que 10 cm de roche, ça coûte trop cher au BRH, au brise-roche, pardon. Le BRH, c'est le brise-roche. Et donc, du coup, il peut y avoir des modifications en fonction du sol. Les fondations, hein, vous avez des pieux, des semelles filantes, des vis de fondation, des dalles surradiées. Il y a toutes sortes de fondations, hein. Ensuite, pour l'étude thermique et environnementale, donc le but de la construction, c'est qu'elle soit RE 2020. D'où l'importance effectivement de choisir un bon bureau d'études qui va vraiment vous accompagner. Moi, j'ai quelques notions de RE 2020. Disons que je regarde toujours si j'ai bien mes 1/6 de fenêtres pour l'ensoleillement et que je respecte bien ce qu'on appelle la résistance thermique 5-5-10, donc un R de 5 pour le sol, un R de 5 pour les murs et un R de 10 pour les toitures. Alors ça marche comme ça, c'est-à-dire qu'on vous demande un résultat de 5 pour la résistance thermique, voilà, je parlais des murs. Pour savoir comment avoir un 5, il faut tout simplement que vous calculiez l'épaisseur en mètres divisé par le lambda du matériau. Donc, je vous donne un exemple, hein. Vous voulez mettre 20 cm de laine de verre, vous cherchez sur internet lambda de la laine de verre, et vous faites vos 20 cm, donc ça fait 0,2 divisé par le lambda.
Si vous trouvez 3,2, bah, il vous manque encore, pour aller jusqu'à 5, une épaisseur d'isolant que vous allez peut-être rajouter à l'intérieur. Mais en tout cas, tous les matériaux cumulés, voilà, c'est 5 pour le sol, 5 pour les murs et 10 pour la toiture. David, toi, tu voulais parler un peu du bilan carbone Oui, ici. du bilan carbone, tout à fait, qui est très important aussi, l'étape permis, où il faut garder de la marge parce que votre thermicien il est censé quand même faire le nécessaire, mais en fait, votre bilan carbone il est calculé à partir de fiches FDES donnent les fabricants. Tous les fabricants n'ont pas encore fait toutes les fiches FDES pour tous les matériaux du marché, donc vous pouvez être concerné par des fiches génériques qui sont plutôt moins bonnes. Mais il faut vous garder un peu de marche sous pied pour les changements en chantier et se faire accompagner aussi par le bureau d'études thermiques pendant votre chantier sur le suivi du bilan carbone. Parce que suivre le bilan carbone de votre maison pour pouvoir faire votre certificat de fin de chantier, il vous faut un logiciel qui va vous coûter 1500 euros à peu près l'année. Et je ne pense pas qu'un particulier décide de payer 1500 euros dans un logiciel qui ne saura pas se servir. Donc, il faut vraiment être vigilant sur la façon dont est calculé le carbone. Donc, pour ça, il faut faire un quantitatif au niveau du permis. Et tout au long du chantier, continuer à suivre, vos matériaux et remettre les fiches FDES de vos matériaux et les quantités qui sont mises dans votre maison à votre thermicien. Et bien lui prendre cette mission-là pour que vous puissiez déclarer votre fin de chantier. Merci. Je t'en prie. Euh, Je continue, je poursuis. Donc après donc l'achat du terrain toujours, votre maison est créée, c'est bon, vous vous lancez. Donc là maintenant on va déposer le permis de construire. Maintenant les démarches sont dématérialisées. Donc pour déposer votre permis de construire, il va falloir que vous fassiez un enregistrement au niveau de votre communauté de communes pour vous créer un compte en fait et de pouvoir déposer tous vos documents nécessaires au permis de construire, y compris le fameux BBO dont je vous parlais tout à l'heure, donc qui est tout simplement le papier du thermicien, comme quoi vous avez qui est la preuve que vous avez bien pris un thermicien au moment de la création de vos plans de maison. Les éléments pour le permis de construire, hein. Le permis de construire, il a 8 pièces. Donc vous avez le PC1 qui est le plan de situation, le 2 qui est le plan masse, le 3 tout ce qui est coupe. Le 4 c'est une notice descriptive qui reprend un peu par écrit tout ce que vous allez faire dans la maison, enfin comment vous allez la construire. Ensuite vous avez le PC5 où vous remettez toutes les façades et la toiture de la maison. Le 6, PC6, c'est l'insertion dans le site, donc c'est une vue 3D. Vous prenez une photo avant-après, avant sans la maison, après avec la maison, pour qu'on voit un petit peu comment elle s'intègre dans le paysage. Et après, PC7 et 8, ce sont tout simplement les photos du terrain proche et éloigné. Comme ça, on voit au niveau de la rue si tout s'intègre bien. Ensuite, vous devez aussi, une fois que vous avez obtenu votre permis de construire, vous avez donc le délai de recours des tiers, hein, je crois que j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc vous affichez votre permis obtenu et pendant 2 mois, les gens pourront aller voir la construction que vous avez déposée. Enfin, le dossier de permis de construire sera consultable en mairie. Donc, une fois purgé ce délai, vous pouvez commencer votre construction. J'ai quelques clients, moi, qui commencent avant, mais sachez que si pendant les 2 mois de délai de recours des tiers, quelqu'un demande l'arrêt de la construction, c'est possible, mais maintenant à condition enfin, faut pas le faire juste comme ça, il faut qu'il ait vraiment quelque chose à dire. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose qui ait été loupé au moment de l'instruction pour vous arrêter le chantier. Mais bon, souvent sur une construction qui va durer 1 an à 2 ans, vous allez y vivre plusieurs années. On n'est pas à 2 mois près pour démarrer. Moi, c'est comme ça que je le vois. Il vaut mieux prendre son temps pour faire les choses bien et pas avoir de problème. Souvent, dans la précipitation, on fait des choses qui finalement arrangent pas forcément et où on perd notre temps après derrière aussi. Donc, pas de précipitation dans la construction. Après l'achat du terrain, donc voilà le délai de recours des tiers et David va vous parler du contrôle de la légalité. Oui, parce qu'il y a le délai de recours au tiers qui part effectivement à partir de l'affichage du panneau qu'on vous conseille de faire constater par un huissier pour vraiment justifier la date d'affichage.
Mais il faut garder en tête que votre permis vous est accordé par une communauté de communes, un service instructeur d'une communauté de communes et signé par le maire. Et le maire a au-dessus de lui la préfecture. Et j'ignore si c'est tous les permis, mais en tout cas, il y a certains permis qui passent en contrôle de la légalité, donc ça peut être au hasard. Mais la préfecture a le pouvoir de vous retirer le permis dans un délai de 3 mois à compter de la date de l'accord. Donc, si vous avez commencé vos travaux et que votre permis est retiré, ça peut être une situation quand même assez délicate à gérer. Donc, plutôt attendre 3 mois avant de commencer vos travaux que 2 à l'affichage du panneau. Merci. Ensuite, on va parler de la déclaration d'ouverture de chantier. Donc, vous êtes prêt à démarrer vos travaux. On va ce qu'on appelle remplir ce qu'on appelle une déclaration d'ouverture de chantier, hein. C'est un document que vous pouvez télécharger. On va le donner en mairie et, vous dites tout simplement, voilà, je démarre mes travaux. Si vous avez obtenu, par exemple, votre permis, jusqu'à moi, en janvier 2024, vous pouvez faire votre déclaration d'ouverture de chantier un petit peu avant 3 ans. C'est-à-dire que votre permis il est vraiment valable 3 ans. D'ailleurs, vous pouvez prolonger cette autorisation. On a le droit à 2 fois 1 an avec une demande en préfecture. Mais sinon, voilà, c'est 3 ans le permis. Donc, et, euh, et, euh, et pour 3 ans, vous démarrez donc votre chantier au bout des 3 ans maximum. Et ensuite, vous avez le temps nécessaire de construire. Le tout, c'est de ne jamais arrêter les travaux pendant plus d'1 an. Ça, c'est important. Si vous avez un voisin qui prouve que vous avez arrêté le chantier, votre permis après n'est plus valable. Donc, mais après, sinon, vous avez le temps de construire. On voit des constructions qui sont en 1 an, mais il y en a d'autres qui sont en 5-6 ans. Voilà. Si par exemple sur le permis vous avez mis une piscine, mais que celle-ci vous pouvez pas la faire tout de suite. Enfin moi c'est le cas des 3 quarts de mes clients, hein. On veut toujours faire la piscine au moment du dépôt du permis, et puis on se rend compte quand on a eu les aléas et tout ce qui s'ensuit au moment du chantier que finalement c'est le budget qui saute. Et c'est pas grave, vous pouvez la faire l'année d'après. Et voilà, vous laissez passer maximum 11 mois et demi quoi. Et vous faites votre piscine. Euh, Ensuite, on va parler un petit peu des assurances obligatoires. Donc quand vous faites une construction, vous avez ce qu'on appelle des dommages ouvrages obligatoires. Donc c'est une assurance qui va vous servir pendant la durée du chantier. Je vous donne un exemple. Je construis une maison. En pleine nuit, il y a un arbre qui tombe dessus. Bon, là, c'est de l'ordre de la dommage ouvrage. La dommage ouvrage, elle arrive tout de suite. Elle dit, OK, on paye le gars qui va enlever l'arbre. On va payer les travaux tout de suite enfin, toute la partie qui a été abîmée de la maison. Et ensuite, elle va s'attaquer à toutes les assurances décennales pour savoir pourquoi l'arbre est tombé. Est-ce que c'est le terrassier qui a gratté un peu trop fort ses fondations près de l'arbre et à cause de ça, l'arbre est tombé? Elle va se retourner contre toutes les assurances pour trouver. Et pour se faire rembourser. Par contre, ce qui est délicat quand vous faites de l'autoconstruction, c'est que la décennale, c'est vous qui la portez. Donc, du coup, vous êtes le maître d'œuvre en fait c'est vous qui construisez, donc c'est vous qui apportez les assurances. Donc là, la dommage ouvrage, elle va se retourner contre vous. C'est pour ça que les banques sont un peu frileuses, hein. Et puis d'ailleurs les dommages ouvrages aussi, hein. Trouver une dommage ouvrage qui va accepter d'assurer un chantier où il n'y a pas de décennale, c'est pas gagné dès le départ. Par contre, si vous prenez effectivement des entreprises, là vous bénéficiez de toutes les décennales de chacun d'entre eux. Si vous décidez quand même de faire tout vous-même, ce qu'il faut savoir, c'est que vu que vous n'aurez pas de décennale pendant 10 ans, il sera juste difficile de vendre la maison dans les 10 ans. Mais vous pouvez la revendre 10 ans après, sans problème. Là, il n'y aura plus de décennale à fournir. Et après, vous avez aussi une garantie de parfait achèvement, ce qu'on appelle l'assurance GPA. C'est-à-dire que quand les artisans ont fini leur travail, l'année durant la fin du chantier, s'il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas bien dans la maison ou quoi, et ben vous pouvez rappeler toutes les entreprises. C'est vraiment la garantie de parfait achèvement pour être sûr que tout va bien. Vous avez 1 an pour vous en rendre compte. Voilà pour les assurances et pour ce webinaire. Boris? Oui, merci Caroline.
Excuse-moi Boris, je veux juste ajouter deux T'en prie. choses. J'ai oublié un point sur la RE 2020 qui est très important, notamment par rapport au conteneur dernier voyage. C'est que le dernier voyage est considéré comme un élément recyclé, donc il compte pour zéro dans le bilan carbone. Si vous avez une structure qui compte pour zéro dans le bilan carbone, donc c'est quelque chose d'hyper intéressant à travailler avec le thermicien pour pouvoir peut-être se faire plaisir sur d'autres choses. Et le dernier point super important, et je crois qu'il est plutôt primordial au niveau du permis de construire pour un autoconstructeur, mais même pour nos architectes, c'est de jamais dire à qui que ce soit que vous faites une maison conteneur. Ça regarde personne, ça regarde Oui, pas l'administration. Et si dès que vous avez lâché que vous allez faire une maison conteneur à l'administration, ils vont vous mettre des bâtons ils dans ont les roues. peur. Tout ce Mm. qu'ils ont besoin de savoir, c'est que vous faites une maison. En fait, sur le permis de construire, on ne dit jamais en quoi on construit. Est-ce qu'on construit en ossature bois, ossature, est-ce qu'on est en brique, est-ce qu'on est en agglo? En fait, les trois quarts du temps où moi je fais un permis de construire, au départ, les clients savent même pas comment on va faire la maison. Enfin, on n'a pas encore décidé à ce moment-là. Et tout ce que doivent savoir les services instructeurs, c'est comment sera finie la maison. Quelles seront la couleur des menuiseries, quelles seront les couleurs des façades, comment va être la toiture, la forme de la maison, c'est tout ce qui les intéresse en fait. Donc ça sert à rien effectivement d'être tout content à dire ouais super je vais faire une maison container. Les trois quarts des mairies prennent peur et font tout pour refuser les projets. Donc faut pas le dire, tout simplement. Et si le jour J, parce que moi c'est ce qui m'est arrivé, quand vous faites livrer vos containers, vous avez la police municipale et le service instructeur qui débarquent, ça ne les regarde pas et vous pouvez continuer votre construction. L'essentiel, c'est qu'à la fin du chantier, ça ressemble bien à ce que vous avez déposé. Voilà. Ok, alors je ne sais pas si maintenant vous voulez répondre aux quelques questions qui ont été posées sur le chat. Il n'y en a pas énormément, donc je vous invite vraiment, si vous avez des choses à demander à nos deux animateurs, à le faire maintenant, profitez-en. Voilà, je crois que David en avait noté quelques-unes. J'en ai noté trois. J'avais noté une question qui était peut-on viabiliser soi-même et quels sont les risques? Caroline avait répondu plus ou moins quand même dans les diapos suivantes. Donc viabiliser soi-même, oui, on peut. Il n'y a pas de sujet. Et quels sont les risques? Bah aucun. C'est entre guillemets que du financier. C'est qu'il faut dans tous les cas, il faut le faire. Si le terrain n'est pas viabilisé, il faudra le faire. Dans tous les cas, si c'est une viabilisation avec assainissement autonome, de toute façon, il y a le SCANC derrière. Et si c'est une viabilisation classique, on va dire avec les services publics, bah, de toute façon, tout ce qui est raccordé de la rue jusque devant le coffret, c'est pas vous, c'est vraiment c'est le public en fait, c'est les services publics qui vont le faire. Après, vous vous reliez du coffret jusqu'à la maison. Donc non, ça change rien en fait. Vous pouvez le faire vous-même. J'ai une autre question. Est-ce que tu as déjà fait des fondations sur pied en bois? Titre personnel, jamais. Moi non plus. Faut aller à Venise pour voir ça. Mais concrètement, il n'y a pas de. Si l'étude est bonne et que le BE structure est OK, il n'y a pas de. Ça reste un pieu comme un autre. C'est vrai qu'on les voit, on voit moins souvent des pieux en bois à notre époque, mais je vois pas ce qui pourrait. Si ça a été fait Soit dans les traité règles là, par rapport à il y a pas l'expert. de sujet, quoi. Peut-être juste le traitement parce qu'il va être au contact de la terre, c'est tout. Mais après, on fait des osstatures bois en maison. Enfin, il y a pas de, il y a pas de problème avec ça. J'ai une question qui demande si une simple photo avec déclaration sur site spécialisé d'un panneau de chantier, ça fonctionne. Je l'ai jamais fait non plus. Euh, il faut voir les engagements juridiques que prennent les plateformes en fait, simplement. Est-ce qu'il y a des vrais engagements de valeur face à un tribunal ou pas? C'est simplement ce qu'il faut vérifier. Plus le voisin est procédurier, plus il faut se blinder. Le constat d'huissier reste, on va dire, ce qui est le plus sécuritaire si les voisins sont vraiment procéduriers. Sachant qu'un constat d'huissier, enfin pour les 3 passages de constat d'huissier, ça vous coûte dans les 450 euros. Alors, j'ai une question qui demande est-ce qu'on peut faire construire hors d'eau, hors d'air avec un maître d'œuvre? Est-ce que c'est possible? Bien Pour sûr. moi, c'est oui, hein. Ouais, ouais. Sans problème.
D'ailleurs, on peut faire juste hors d'eau ou juste hors d'air, hein. Enfin, moi, ça m'arrive aussi, hein. Oui, il faut Mm. juste pas que prendre la même entreprise pour faire le hors d'eau et le hors d'air. C'est simplement ça. Ah bah, de toute façon, c'est pas les mêmes, hein. Le menuisier extérieur, c'est pas l'étancheur, hein. Si c'est la Oui, même non, entreprise qui fait les deux, vaut mieux changer, hein. non, non, mais tout à fait, mais il y a des entreprises tout corps d'État qui font hors d'eau, hors d'air, même par de la sous-traitance, et là, c'est requalifié en CCMI. Ouais. C'est le seul point où qu'il faut faire attention. J'ai quelqu'un qui me dit qu'il n'a pas de compétences particulières en bricolage et souhaite autoconstruire au maximum par lui-même. Est-ce qu'il vaudrait mieux apprendre les bases des travaux et avant de démarrer un projet d'autoconstruction? Je dirais quand même oui. Là, Boris, je pense, apportera d'autres réponses via les formations que Format Cargo propose. Ouais, moi, je pense Euh, qu'on peut tout faire, mais effectivement, vaut mieux bien être accompagné. Et là, il y a une super formation là chez Format Cargo. Euh, je crois que c'est 300 heures. Enfin, Boris pourra en parler, mais C'est ça, tout à fait. ouais. Oui, j'en Et parlerai ça, rapidement ouais. quand on conclura tout à Ça l'heure. peut être super, ouais. Mm. euh, Vers quel type de constructeur je peux me retourner pour les plans de la maison et le gros œuvre? Je pense qu'il Pas un faut constructeur. séparer les choses. Là, c'est pas le constructeur qui fait les Pas le plans. constructeur. Faites les plans avec quelqu'un du Un métier, un dessinateur, un dessinateur, un archi. maître d'œuvre, un architecte. Ouais. Et après, trouver l'entreprise de gros œuvres qui sera adaptée à faire vos travaux, simplement. Mais déjà, étudiez vos plans avec les gens qui en ont les compétences. Comment protéger les conteneurs contre la rouille dans le temps, malgré le bardage? Quelle est la durée Ça, de c'est vie une d'un question conteneur? technique, ça. Ouais. Quelle est la durée de vie d'un conteneur équivalent au bardage? Et mais le conteneur, il est en acier Corten, il y a pas spécifiquement des choses à lui rapporter en réalité. Et il y a la question de comment apposer des toits plats lorsque le PLU les interdise. Donc, je te laisse en donner ta réponse. Moi, j'ai une astuce, c'est que quand je n'ai pas d'architecte des bâtiments de France, j'impose la loi Grenelle 2 et je dis que les toitures terrasses, enfin, je les végétalise. Et là, on peut pas me les interdire et franchement, je l'ai fait à chaque fois et à chaque fois, c'est passé. Donc, je continue à faire cette solution-là. En sachant que voilà, moi j'ai le T'as fait cas le tour où des questions, du coup, David? il y en a encore une qui arrive là. Ah, Euh, d'accord, ok. est-ce que ça arrive petit à petit là, il y en a encore une là qui vient d'arriver. Est-ce qu'en plus d'apporter au dossier de permis de construire est-ce un plus d'apporter au dossier de permis de construire la partie étude de luminosité? Non, ça les Non. regarde pas. Ça ne regarde pas. En fait, dans un permis, il faut donner le strict minimum de ce qui vous est demandé. C'est pas la peine d'apporter des billes pour vous faire battre, en fait. Ouais, c'est ça. Le minimum demandé, c'est tout. Après, Et, l'étude de luminosité, vous pouvez le donner à votre électricien. Ou, enfin, ça c'est plutôt aux artisans, quoi. tout à fait. Alors, que l'isolation liège projetée peut être plus pertinente, ça c'est à voir avec le BU. Et y a-t-il des assurances spécifiques en autoconstruction? J'en connais pas. Nous, en Occitanie, il y a une banque qui a ouvert à l'autoconstruction. C'est Ah, mais d'ailleurs celle qui m'a débloqué les constructions en container. la Ah question non, c'est pas les banques, là, c'est les assurances spécifiques pour les autoconstructeurs. Et là, j'en connais pas. il faut qu'ils se renseignent il y a que la MAF, hein, qui assure les containers. Oui. Même Alors, moi, en tant qu'architecte, enfin, dans une autre enseigne, et j'ai dû changer d'assureur parce que j'ai que la mutuelle des architectes de France qui nous assure sur les containers. Et j'ai fait le tour de de beaucoup d'assurances, et j'ai pas, enfin, beaucoup m'ont dit oui, pas de problème, et puis quand on lit les contrats, il n'y a pas écrit le mot container. Et vu que le mot container, en fait, une maison container ne fait pas partie des maisons traditionnelles, si c'est pas écrit, bah moi je voulais pas prendre le risque de partir avec toute entreprise, enfin toute assurance qui me mettait oui oui maison traditionnelle, oui oui on fait tout. Non, la maison container ne fait pas partie de la maison traditionnelle juridiquement au niveau des assurances. Donc il faut vraiment que le mot soit écrit. Faut pas les croire.
Moi, je suis toujours un peu méfiante sur les assureurs, mais si le mot est pas écrit, c'est qu'ils assurent pas. Enfin, le jour où il y a un pépin, c'est le premier truc qu'on vous sortira. Donc la MAF, je sais que quand on se connecte à leur site, on peut s'inscrire. Et maintenant, ils font les maîtres d'œuvre, les architectes d'intérieur, il y a tout un, c'est pas que les architectes, il y a plusieurs personnes, plusieurs corps de Alors, métier. j'ai encore une question qui dit justement pour la partie électrique, il faut une validation qui est importante, il faut une validation. Oui, ça s'appelle le consuel, mais qu'on soit sur Consuel, maison, conteneur ou autre, c'est la même chose. le consuel, ouais. Ça, c'est la question technique. Et on retourne sur la même question technique au niveau des durées de vie et de la rouille. La durée de vie d'une maison, c'est la même pour tous les systèmes constructifs. Si vous laissez une maison dépérir, elle tiendra pas dans le temps. Mais si vous l'entretenez, si elle est chauffée, si elle est voilà, enfin, elle vivra tout aussi longtemps. Il n'y a pas de durée de vie plus petite pour une maison container qu'une maison en briques. Ça reste une structure en acier en fait, hein. Ouais, voilà. Et le corten, effectivement, il y a 6 couches de corten. La rouille, c'est une protection naturelle et il faut savoir quand même qu'ils ont navigué en mer pendant des années, quoi. Ils sont pas morts. Bon, bah, si on a répondu aux questions qui apparaissaient sur le chat, on va peut-être en rester là. Tout à fait. Bah écoutez, on va pas tarder à se quitter, mais avant ça, je souhaiterais quand même remercier chacun d'entre vous pour l'attention que vous avez portée et l'intérêt que vous portez à ce sujet passionnant. Avant de clore l'événement, j'aimerais aussi vous informer que notre organisme de formation Format Cargo se tient évidemment à votre disposition pour toute question ou demande de renseignements complémentaires que vous auriez sur les parcours de formation qu'on est susceptible de vous proposer. Donc très rapidement, hein, encore une fois, le but n'étant pas de vous retenir trop longtemps, mais je précise que quand même notre offre formation se distingue notamment par le parcours ouvrier de la construction modulaire hors site, qui est un parcours qui fait 300 heures, parcours par lequel les apprenants deviennent à l'issue en tout cas des ouvriers polyvalents, puisque ce parcours est structuré en 3 blocs de compétences métiers que les apprenants vont maîtriser à l'issue du cursus. En fait, on se sert un petit peu chez Format Cargo du conteneur maritime comme on s'en sert comme d'un outil pédagogique, si vous voulez, qui va permettre à tout le monde et aux apprenants donc de maîtriser des compétences métiers bien spécifiques. Le premier bloc de compétences qui concerne donc ce parcours, c'est la transformation du conteneur. C'est un bloc qui couvre des compétences essentielles, hein, qui sont la métallerie, la chaudronnerie et la soudure notamment, qui vous permettra donc d'acquérir une expertise assez solide dans la modification structurelle des containers. Le deuxième bloc de compétences, quant à lui, est centré sur la menuiserie appliquée à l'ossature bois et il vous permettra notamment d'intégrer des matériaux biosourcés et à respecter les normes environnementales actuelles. Troisième bloc de compétences en rapport avec les métiers du second œuvre et englobe des compétences assez diversifiées dans le domaine de l'électricité notamment, de la plomberie et d'autres aspects essentiels de la finition intérieure-extérieure des habitats modulaires. Je précise enfin que ce parcours est certifiant et reconnu de niveau 3, donc équivalent CAP, ça vous garantit une formation quand même de qualité et une reconnaissance professionnelle. Depuis peu, je précise également que ce parcours est également, et donc les blocs de compétences rattachés que je viens d'évoquer, est éligible au CPF. Donc vous pouvez tout à fait faire appel à vos fonds CPF dans le cadre d'un financement éventuel. En complément de tout ça, on propose également une formation théorique un peu plus courte cette fois-ci, puisqu'elle fait 21 heures, particulièrement utile pour les personnes intéressées par l'autoconstruction et qui aborde cette fois-ci les aspects réglementaires, les questions préalables à se poser pour mener à bien un projet, que ce soit un projet personnel d'ailleurs ou professionnel. Je vous invite à consulter notre catalogue formation qui est disponible à l'adresse que je viens d'indiquer sur l'espace discussion, sur le chat. Pour plus d'informations sur notre structure et sur notre offre formation, n'hésitez pas à visiter notre site internet. Je précise d'ailleurs que sur le catalogue formation, vous retrouverez également d'autres thématiques que je n'ai pas forcément évoquées là maintenant, qui sont un peu plus spécifiques. Si vous avez des questions sur ces thématiques-là, je me tiens à votre disposition et toute l'équipe de Format Cargo se tient avec plaisir à votre disposition évidemment.
Donc pour toute question complémentaire, encore une fois, je vous ai également indiqué mon adresse mail, n'hésitez pas à me contacter. Merci encore pour votre participation, votre attention. J'espère vous retrouver prochainement au sein de l'un de nos parcours de formation dans le cadre d'un webinaire à venir. Je remercie chaleureusement Caroline et David pour la qualité de leur animation. Merci à tous les deux. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant que nous nous quittions? Non, moi j'espère que ça a pu aider les personnes qui sont là avec nous. David, pas mieux? Et rien à ajouter aussi, ouais, si ça a pu aider, tant mieux. Et puis, on est aussi globalement joignable. Alors moi, via les réseaux, Caroline peut-être également, mais joignable s'il y a d'autres questions qui peuvent venir après coup. Potentiellement, on peut répondre aussi via d'autres canaux, s'il reste des questions à éclaircir. Ouais. Merci beaucoup David. Et merci encore à Caroline. Des gens nous disent merci sur le chat. Merci à vous David, Franck, Ninette. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et puis on se revoit prochainement, j'espère en tout cas. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir et bonne soirée.